Il n'y a pas meilleure richesse dans l'entreprise que les hommes et les femmes. Et la parité nous rappelle à chaque instant de développer cette richesse. On a besoin des compétences des femmes dans l'entreprise et créer une culture beaucoup plus inclusive. Il faut être un peu volontariste, donc il faut un peu accélérer, il faut un peu bousculer. C'est un enjeu d'équité et c'est donc un enjeu de performance. Il faut que les femmes soient présentes en tant qu'entrepreneurs, en tant que dirigeantes, en tant que membres de la société. Il est indispensable d'accélérer le mouvement en faveur de la parité par l'éducation, par la communication, par les exemples, par la conviction. Il est important aussi de faire évoluer les mentalités et la culture pour notamment surmonter les obstacles liés aux stéréotypes de genre. C'est prioritairement d'aider les lycéennes à combattre les stéréotypes et à choisir des études scientifiques quand elles en ont le goût et le potentiel. On est obligé d'accélérer le mouvement, ça va dans la marge de l'évolution de nos clients qui nous pousse à aller vers plus de parité homme-femme. Ça nous ouvre des perspectives, ça nous ouvre des marchés et ça nous permet de voir les choses différemment et d'aller plus vite. Je suis convaincue que la diversité des équipes est un vecteur de performance pour l'entreprise. La parité et la mixité ne sont pas seulement bonnes pour les femmes, mais pour l'économie, pour les entreprises, la création de valeur en général. La parité est avant tout une question de justice sociale et d'équité pour nous toutes et tous. C'est aussi indispensable d'accélérer parce que le marché du travail aujourd'hui est tendu et donc il faut aller chercher les talents partout. Nous avons besoin de tous nos talents, quel que soit leur genre. C'est juste fondamental pour qu'une entreprise continue à gagner aujourd'hui et demain. Accelerating the movement is so important for its growth, but also for its performance, future performance. Nous pensons que la différence est un facteur de succès. Hommes, femmes, on sera tous gagnants. Il faut montrer de façon très concrète que l'amélioration de la parité et l'amélioration de la qualité de vie au travail et finalement du capital humain de nos entreprises qui est un sujet absolument clé. On est convaincu que la parité et la diversité au sens large sont des leviers et des facteurs de performance importants pour l'entreprise. Les chefs d'entreprise ont un devoir, quand ils ont de la conviction sur un sujet, de lui donner de l'écho. De préparer les générations futures et ensemble travaillons sur ce sujet de la parité. On a la volonté d'accélérer de façon significative pour la parité. C'est important aujourd'hui d'accélérer et on ne peut pas, comme certains peuvent le communiquer, attendre des décennies pour faire en sorte que la parité soit mise en place en entreprise. La loi sur l'égalité professionnelle vient de fêter ses 11 ans. Elle a permis un réel progrès. Aujourd'hui, peut-être a-t-on besoin de refaire un bilan et de mettre en œuvre des méthodes nouvelles pour accélérer le mouvement. Les assises de la parité représentent un moment important pour trouver des solutions concrètes et pragmatiques. C'est important que nous travaillions ensemble à déconstruire les stéréotypes sur lesquels les inégalités sont trop souvent basées. L'égalité des femmes et des hommes, c'est le combat humaniste du XXIe siècle parce que je pense que défendre les droits de 52% de l'humanité, eh bien c'est défendre les droits de l'humanité tout entière. Moi, j'ai envie qu'on accélère et qu'on arrive à la parité beaucoup plus vite. Nous devons continuer sans relâche cette promotion des jeunes femmes. Ça facilitera la croissance de vos entreprises, ça facilitera, je dirais, la richesse managériale de vos entreprises. Nous ne parviendrons pas à maintenir nos compétences en nous privant du talent de la moitié de l'humanité. Ça doit être plus qu'un objectif, ça doit être une réalité, on y concourt tous les jours. Être là, c'est aussi montrer que eh bien, on est actif, qu'on est solidaire de l'ensemble de ces sujets. Nous sommes engagés et nous allons poursuivre sur cette thématique pour nos collaborateurs, pour nos clients et pour les écosystèmes locaux. La parité, mon plus grand rêve, ce serait que ça ne soit plus un sujet. Il faut donc accélérer le mouvement en communiquant largement sur la vertuosité de ce modèle et en participant à des colloques tels que les assises de la parité. Rejoignez-nous le 28 juin 2022 aux Assises de la parité pour accélérer le mouvement. Nos organisations, notre société sont confrontées à des transitions majeures dans les années à venir. C'est la raison pour laquelle nous ne pouvons pas nous passer de chacun et chacune des acteurs pour relever les défis à venir. On a encore besoin de faire des efforts, des progrès, de peser dans le débat et de faire en sorte que les actions aillent dans le bon sens. On se doit d'échanger sur nos meilleures pratiques, nos expériences. Je pense que la solution, elle vient de l'échange et de l'échange d'expériences entre les dirigeants. Ça fera avancer tout le monde. Nous sommes convaincus que la parité est source d'innovation, de bien-être dans l'entreprise et d'enrichissement personnel et professionnel. Il y a un véritable changement de culture qui est en train de s'opérer, qui demande à s'accélérer. On voit aujourd'hui que c'est un sujet sur lequel on ne peut pas faire l'impasse. La parité est clé, ensemble, on y arrivera. Les assises de la parité se mobilisent pour vous aider à aller encore plus loin sur ce sujet majeur. Mobilisons tous nos réseaux pour en faire un immense succès. Si rien ne change,
Il faudrait 33 ans pour atteindre la parité dans les instances de décision. Il est temps d'aller plus vite. Accélérons le mouvement. Assises de la parité, le 28 juin 2022. Inscrivez-vous sur assise-parité.com. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette troisième assise, ces troisièmes assises de la parité. Un plaisir de vous retrouver, vous savez, c'est une fourmilière ici dans cet immeuble de la parité. Des rencontres, des conférences, des personnalités venues de tous les horizons qui vont échanger sur un thème tellement important, l'égalité homme-femme. Il reste tellement de chemin à parcourir, mais nous y sommes presque, j'espère, on le verra. Je suis heureux d'ouvrir ces assises avec Claire Elisabeth Beaufort. Bonjour Claire, quel plaisir d'être avec vous. Mais oui, quel plaisir, plaisir partagé Gilbert. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous nous inscrivons dans un mouvement, celui de l'accélération. Accélération des engagements définis lors de notre édition de 2021. Aujourd'hui, il faut transformer la société durablement, sans risque de retour en arrière, en faisant évoluer les pratiques RH, bien sûr, en dépassant les stéréotypes, voire les tabous. L'objectif, une plus large représentativité des femmes, car, qu'on se le dise, nous serons plus performants collectivement avec une parité juste. Mais oui, vous avez bien raison Claire. Je bois vos paroles, si je puis dire. Claire, vous évoquiez nos objectifs pour atteindre cette parité juste dont vous parliez. Nous avons réuni des dirigeants, des responsables, je vous le disais, des fonds d'investissement, parce qu'on parlera aussi entrepreneuriat au féminin, c'est tellement important. Une parité en mouvement, c'est ce que nous appelons de nouveau. Claire, je vous pose quelques éléments pour comprendre un peu dans quelle situation nous sommes et quel est le mindset, l'état d'esprit de nos compatriotes. 81% des Français jugent la recherche de parité incontournable, c'est rassurant. 93% de ces mêmes Français, ce n'est pas un sujet purement féminin, on s'en doute. Je suis parfaitement d'accord comme représentant de la gente masculine. Et 93% des Français sont conscients des bénéfices d'une parité juste et un mouvement dans l'entreprise. Alors à échelle européenne, on rappelle que trois des principales institutions sont dirigées par des femmes. Ursula von der Leyen à la Commission européenne, Christine Lagarde à la Banque centrale européenne et puis plus récemment, Roberta Metsola est devenue en 2022 la troisième femme présidente du Parlement européen. Sous la présidence française, les entreprises cotées devront afficher au moins 40% de femmes dans leur conseil d'administration et au moins 33% de femmes à leur poste exécutif et non exécutif d'ici 2026. Et puis, il faut rappeler toujours des petites choses importantes. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour nous, ça veut dire beaucoup, Claire. Hein. On a une femme première ministre et c'est très, très bien. Mais on rappelle que pour ces élections législatives, Céline Calvez, qui est députée, sera là tout à l'heure pour nous le rappeler. On a diminué en termes de parité, puisqu'on est passé de 224 députés en 2017 à 215. Céline nous dira, il faut être vigilant, j'en suis sûr. Gilbert, le consensus est bien là, mais des freins persistent et les progrès sont encore trop lents. Il est désormais temps de passer de la prise de conscience à l'amplification de l'action, de mettre en œuvre une vraie mixité au sein de l'entreprise et des organisations. L'ensemble des partenaires des assises de la parité s'impliquent en faveur de l'égalité femmes-hommes. Et pour témoigner de cet engagement, nous sommes très heureux d'associer à cet événement un grand nombre d'entreprises et d'acteurs du progrès attachés au principe de la parité en entreprise. Alors, certains principes sont acquis, d'autres pas encore, malheureusement, mais chacun a le pouvoir de faire accélérer la parité à son niveau. Alors, on ne va pas s'inquiéter, mais la récente remise en cause du droit à l'avortement aux États-Unis a posé question. Hein, on en parlait hier, hein, Sandra, quand on préparait cette émission. Et le fait que la France ait réagi immédiatement pour inscrire ce droit dans la Constitution démontre qu'il y a des volontés partout sur la planète et démontre que ce n'est pas un acquis, hein, cette parité. Il faut se battre à chaque fois. Nos invités pour en parler aujourd'hui, elles sont autour de nous. Lucille Desjonquières et Sandra Esquivel. Je parlais de vous, Sandra, à l'instant. Vous représentez l'International Women's Forum. Merci d'être là. Sans vous, ce serait impossible de faire cet événement puisque vous êtes à l'origine de tout cela avec l'agence EPOCA et on a conçu, imaginé tout cela. À côté de vous, Gabriela Ramos, sous-directrice générale pour les sciences sociales et humaines à l'UNESCO. Enfin, oui, c'est ce que j'ai dit. Vas-y, Claire. Delphine O, ambassadrice, secrétaire générale du Forum Génération Égalité. Vous allez bien évidemment intervenir dans quelques instants. Et puis les vidéos, hein, on aura petite vidéo. Puis les vidéos avec la commissaire européenne à l'égalité et le Parlement européen avec Evelyne Régnier.
On finira l'émission, l'introduction avec d'autres invités. Je parlais de Céline Calves, la députée, mais qui y aura aussi avec Céline? Catherine Ladouce, je crois, oui. à distance, coprésidente de la commission parité au Conseil à l'égalité femmes-hommes, Céline Calves, qui est sur ce qui sera bientôt avec nous. On parle que de Céline depuis le début, j'ai l'impression. Députée de la 5e circonscription des Hauts-de-Seine. Avec plaisir, Céline, je lui fais un petit clin d'œil, pardonnez-moi. Et Elisabeth Moreno, qui sera là tout à l'heure, je ne sais pas si elle est arrivée encore, mais elle est importante pour notre histoire, puisque c'était la première marraine de ces assises. Donc, Lucille, c'était la première marraine. Bonjour Lucille, on va commencer avec vous, si vous êtes d'accord. Absolument. C'était un bon moment, Elisabeth Moreno, quand elle était arrivée pour conclure ou introduire, je ne me souviens plus déjà. Écoutez, l'année dernière, elle devait être là en présentiel, et puis il y a eu un féminicide. Oui, c'est vrai, elle était allée à Bordeaux aussi. C'était encore le talent d'Epoca de pouvoir avoir une vidéo à la dernière minute. Cette vidéo, une histoire de fou, je ne vous raconte que ça. Alors, moi j'ai tout de suite envie de vous poser une première question, Lucille. D'où vient cette idée des assises? Parce que ça vous est venu un jour et vous avez dit, tiens, il faut qu'on organise quelque chose, un point de ralliement de toutes les bonnes énergies. Alors, l'idée m'est venue parce qu'après avoir pris la présidence de IWF, j'allais à énormément d'événements de Gender Equality et j'étais presque en colère, pour ne pas dire totalement en colère, de voir qu'il n'y avait que des femmes dans la salle et que des hommes sur scène. Et je me suis dit qu'il était grand temps d'organiser un événement où nous allions rassembler femmes et hommes autour de la parité pour de la performance. Et c'est ça le credo des assises de la parité avant tout, c'est de rassembler les femmes et les hommes ensemble, parce qu'il n'y a rien de plus normal finalement. Ouais. Et c'était d'une densité les échanges qu'on avait menés la dernière fois. C'est un très bon souvenir. Il y avait tout le gotha, j'allais dire, des affaires, du CAC 40, des institutions. Et encore ça continue aujourd'hui. Mais je fais un peu teasing pour dire que c'était bien l'année dernière, ça sera encore mieux cette année. Alors, et on s'étend au SBF et aux entrepreneurs. Et les assises de la parité deviennent un lieu où on parle de tous les sujets liés aux femmes dans le monde de l'entreprise. Alors Lucille, en face de vous exactement, il y a celle qui vous succédera à la présidence de IWF. Je rappelle que vous resterez à la tête des assises pour les années prochaines. Et avec le recul, est-ce que vous avez le sentiment que ces premières assises ont fait bouger les choses? Oui, nous sommes une goutte d'eau dans un océan, mais évidemment que nous faisons bouger les choses parce que nous sommes nombreuses et nombreux et qu'une charte va conclure cette journée. Des membres IWF vont accompagner toutes les 50 partenaires qui sont à nos côtés aujourd'hui et petit à petit, ces entreprises vont devenir exemplaires, inspirantes et rassembler d'autres entreprises autour de nous. Un mot pour Sandra peut-être quand même. Oui, Sandra Esquivaes, bienvenue encore une fois. Félicitations, un mot sur l'actualité américaine qui rappelle évidemment que si nous faisons des pas en avant, nous reculons aussi parfois très brutalement. Et oui, c'est un témoignage ému que nous envoyons vers nos concitoyennes et concitoyens américains. Ce recul du droit constitutionnel à l'avortement n'a pas manqué de nous choquer et d'ailleurs nous incombe lourdement en Europe dans ce contexte où il faut montrer l'exemple. Vous noterez que beaucoup de sociétés américaines n'ont pas elles-mêmes manqué de réagir, donc la sphère privée s'empare de ce sujet. Et derrière ce recul, c'est le recul de l'intégrité de la femme. Et sans intégrité de la santé et du bien-être de la femme, il est difficile pour la femme de contribuer, y compris vers une parité qui est un enjeu de bien-être commun pour nous tous. On précise, ce qui est intéressant quand on préparait, là encore vous me disiez, les entreprises se sont mobilisées. C'est-à-dire que quand on peut avoir un impact, il ne faut pas tout attendre de l'État, de la réglementation. Les entreprises, les privés eux-mêmes peuvent agir. Et les entreprises et la société civile et en fait chacun et chacune d'entre nous. Ouais. Alors IWF, c'est un réseau mondial, vous en serez la présidente en septembre en France au printemps, un peu plus tard. Un peu plus tard. Bon, écoutez, je vous avais nommé avant. Désolé, Lucie, c'est pas que je voulais que vous laissiez le job, mais en tout cas, voilà. Vous serez en fonction bientôt. C'est un réseau mondial qui se mobilise. C'est intéressant. Ça peut faire boule de neige un peu partout sur la planète. Tout à fait. Il existe depuis longtemps, en réalité, puisqu'il a été fondé dans les années 70. Et d'ailleurs, Justice Ginsburg, qui doit se retourner dans sa tombe, en a fait partie. Ouais. Il réunit à peu près 7500 femmes leaders dans 33 pays du monde. Et l'objet de ce réseau, qui aujourd'hui est une ONG, est de contribuer à travers le leadership féminin au bien-être commun et à la parité en particulier. Partage de bonnes pratiques, c'est intéressant parce que là aussi, c'est important de savoir ce qui se passe ailleurs. Et c'est ça aussi que vous proposez au sein de WWF.
Tout à fait, et on a mis en œuvre une charte de principes qui réunit à peu près 25 actions, puisque comme vous aurez l'occasion de le répéter, la thématique de cette année des assises, c'est l'accélération, et pas d'accélération sans action. Donc nous sommes des femmes pragmatiques, et nous souhaitons voir les lignes bouger. Donc 25 actions, si chaque entreprise se saisit de 3 ou 4 d'entre elles, et nous fait un retour, et que nous pouvons ensemble élaborer de ces pratiques pour voir les choses effectivement progresser, alors nous aurons effectué à nouveau des avancées sur cette édition des Assises de la parité. On commence avec un point. Vous êtes optimiste, hein, Lucille. Vous ne seriez pas là sinon. C'est ma nature profonde. Sandra, aussi optimiste. Toujours. Il faut. Alors, à votre droite, une personnalité. Vous nous la présentez, Gabriela Ramos, bienvenue à vous également, sous-directrice générale pour les sciences sociales et humaines à l'UNESCO. Votre travail de promotion sur l'égalité des sexes vous a notamment valu le prix d'excellence de Forbes 2017 et 2018. Ouais. Qu'est-ce que vous attendez? En quoi, selon vous, cette édition 2022 va accélérer par rapport à 2021? Premièrement, merci pour l'invitation. Je suis très contente d'être parmi vous à l'Assise de la parité, l'International Women's Forum. Je veux dire que je suis partie de l'International Women's Forum de Mexique. Sandra et Lucille, il faut faire quelque chose. Je vais le faire aussi en France. Je pense que, vous l'avez dit, il y a cette énergie, il y a les acteurs principaux, Delphine, il y a beaucoup des actions que nous savons, les bonnes pratiques. Qu'est-ce qu'il faut faire pour avancer la cause de l'égalité des hommes-femmes? Mais ce n'est pas gagné. C'est qu'on a vécu la semaine dernière avec cette décision de la Cour américaine, mais aussi il faut penser pas seulement à la France qui fait des avances très importantes qu'on peut partager dans le monde, qu'est-ce qui marche pas, mais aussi il faut avoir les regards et la solidarité pour tous les autres pays. Ce n'est pas possible que dans l'Afghanistan, les filles ne peuvent pas aller à l'école. Ce n'est pas possible qu'on a la violence qui est vraiment répandue à cause de Covid, mais aussi à cause de la guerre en Ukraine. Il y a toujours un impact plus fort aux femmes de tous les développements internationaux, j'ose dire. Parce que nous avons plus de vulnérabilité, parce que les femmes sont plus représentées dans les groupes qui vivent en pauvreté. Et donc, il faut vraiment pousser pour avoir une avance importante. Nous savons comment on les fait. Nous savons. Il faut légiférer, il faut avoir les incitations, il faut engager les entreprises, il faut avoir toute l'évidence comment, si on engage les femmes, on peut avoir la croissance plus élevée. Je l'ai fait au G20 avec les targets qu'on a arrivé à avoir. Il y a des points de croissance PIB si on engage les femmes, parce que si nos pays, on investit beaucoup dans l'éducation des filles, dans tout le monde. Et donc, c'est un investissement qu'il faut vraiment prendre pour avancer cette société plus vivable, quoi. Mais nous ne sommes pas vraiment là. On a aussi fait la décision de la présidente, le commissaire président von der Leyen, mais c'était là pendant 10 années, avec l'opposition des entreprises. Et c'est l'Europe, hein, on ne parle pas des autres pays. Quand j'ai installé la quota de gens au Congrès mexicain, j'avais le président du Congrès qui m'a dit « Ah, mais on va avoir beaucoup de femmes incompétentes ». Au public, mais qui, on les dit. Mais qui a dit ça? Des noms. César Camacho, non, mais je les connais bien. Et je dis, mais on ne le dit pas quand on a l'événement pour fêter la quota, au moins, non? On peut le dire dans un autre espace, mais pas avec toutes les femmes qui fêtaient la quota. Alors, les congrès, on les prouve avec les résultats. Le congrès mexicain est plus productif. Et maintenant, on a 7 rôles modèles que tous les petites filles regardent. Il y a beaucoup de femmes qui prennent la parole, qui font Elisabeth Borne, la première ministre française, mais on fait toujours la première femme qui arrive. On fait toujours que c'est la première fois ou la deuxième fois qu'on a un premier ministre. Il ne faut pas avoir ça. Je pense qu'il faut vraiment naturaliser l'égalité homme-femme dans tous les niveaux. On a eu les G7 hier, on n'a pas une femme au G7. On avait Angela Merkel qui apportait le droit tout le temps, mais on n'a pas là. Et après tous les écarts, à l'UNESCO, maintenant, nous ferons les conférences pour l'éducation, pour réfléchir qu'est-ce qu'il nous a donné le Covid et aussi l'impact surtout aux filles.
Mais l'année dernière, on a approuvé une recommandation sur l'éthique de l'intelligence artificielle. Et si on pense que les femmes sont sous-représentées, ne sont pas représentées comme il faut dans la question STEM, de mathématiques, technologie, ingénierie, parce que seulement 25% de filles font le choix d'y aller sur ces disciplines qui sont les plus bien payées, qui sont ceux qui ont les perspectives les plus intéressantes dans l'avenir. L'intelligence artificielle, c'est moins. Ouais. 13% mais les algorithmes d'ailleurs ne sont pas très favorables à la parité. Mais c'est pour ça, parce que plonger dans ces algorithmes, je n'y comprends rien, donc je ne pourrais pas beaucoup aider, mais en tout cas, il faudra bien s'y plonger à un moment. 85% des développements de software, d'algorithmes, se sont faits pour des équipes, des hommes seuls, et des hommes surtout de Nord, et qui parlent un langage, et donc la diversité que nous avons, qui ajoute beaucoup à la performance de nos pays, des entreprises, c'est pas là. Et donc, il faut avoir toujours, pas seulement les règles, pas seulement toutes les décisions légales, budgétaires, pour avancer la cause de genre. Il faut regarder l'aspect genre de chaque décision. Quand on fait les budgets, quand on fait la question climat, quand on fait la question sport, il faut toujours regarder la question genre, parce que ça va nous donner une exceptionnalité. Et après, il faut changer les mentalités. Oui. Vous savez que la Corée, c'est le pays qui a fait un progrès énorme sur la question du congé parental. Ils sont très, très, très généreux. Ils sont, je pense, 100 années pour les hommes. Ils ne le prennent pas. Ils ne le prennent pas pour les stigmas. Même s'ils perdent l'opportunité parce qu'ils se sont congés parental payés, ils ne les prennent pas. Et donc, ces changements de mentalité qu'il a toujours là, il faut vraiment travailler sur ça. Et on l'appelle à l'UNESCO, c'est un programme que j'ai dans mon secteur, Changing Mentalities. Mais oui, il faut... Non, il faut engager les hommes, c'est vrai. On ne peut pas faire ça, c'est un changement social surtout. Mais parler d'impact, en fait, on parle d'impact sur l'écologie, sur la consommation d'énergie fossile. C'est aussi ça, évidemment, le changement de mentalité, c'est fondamental. On le voit bien. Et les hommes ont un rôle, évidemment, pour accompagner ce changement, faire plus de parité. On en est tous sûrs. Et surtout la violence aux femmes, faite aux femmes. Oui, ça... que c'est l'extrême de cette expression de domination, de manque d'automatisation, de tous les sujets qui ne vont pas, et ça, ce sont dans tous les pays du monde. Gabrielle Rameau, je pense qu'on est parti avec une question. Est-ce que vous avez tout dit? Parce que vous aviez un speech qui était prévu. Ah oui, c'est toujours comme ça. Mes équipes sont très bien préparées. Les équipes... Peut-être des évidences, 28% de professionnels dans les filières de sciences, technologies, ingénierie, mathématiques, ce sont des femmes. Il y a toujours dans l'école cette demande plus ambitieuse pour les filles. Ah non, on ne le fait pas. Et donc, l'assurance qu'il faut avoir pour aller au-delà, ce n'est pas là. 5% des PDG des grandes entreprises en Europe et aux États-Unis. 5%. On parle dans le CAC 40, je crois qu'il n'y a qu'une femme, Lucille, hein, dans mon souvenir. Dans le CAC 40, il n'y a qu'une... 3 maintenant. D'accord. Mais c'est tout récent. C'est génial, ouais, non? C'est tout récent, merci. 26% de parlementaires nationaux à niveau mondial. Et il y a une chose que je pense qu'il faut vraiment avoir en compte, et celui-ci, la France a fait un progrès énorme, d'avoir la transparence de la question salariale aux entreprises. Ça, c'est super important parce qu'on a toujours cet écart de rémunération entre les genres qui est 15,8% en France, 16% en Europe. Il y a des autres pays qui peuvent atteindre 40%. Et on pense, dans des pays démocratiques, dans des pays basés en loi, pourquoi il y a un paiement différent à compétences égales? On rappelle que c'est en partir de septembre-octobre, hein, c'est ça, où les femmes travaillent gratuitement, entre guillemets. C'est le... Je ne sais pas comment on appelle ce mouvement, mais en tout cas, on l'a bien identifié et il faudra que ce soit réglé. L'index Pénicaud est censé... ah non, Muriel Pénicaud a fait un travail énorme parce que c'est aussi la transparence. Il faut expliquer pourquoi on a cette différence. Il faut même l'avoir dans les comptes des entreprises. Mais je veux aussi dire que, comme vous l'avez dit au début, ce n'est pas seulement de mauvaises nouvelles, parce que nous sommes avec les champions qui poussent cet agenda. Je pense qu'il y a beaucoup d'évidence de comment les pays, les économies, les sociétés, on l'a fait avec la grande conférence qu'on a eue en France sur l'égalité. Et vraiment, on a démontré dans les systèmes financiers
que les entreprises qui ont la diversité ont aussi de meilleurs résultats économiques. Ça, je l'ai dit Et ça, c'est très important. Et on ne fait pas seulement la question des championnats des femmes. Bien sûr, je le ferai toujours. C'est très bien les femmes. Mais c'est l'endroit en plus pour le faire, hein, ne vous gênez pas. Non, mais la question, c'est qu'on a l'évidence de comment d'avoir cette diversité, d'avoir ce regard différent par la manière dont on est élevé, par la manière dont on fait les choses, qui font que les décisions sont plus basées sur l'assurance qu'on prend des décisions. Et ça, c'est très important. Finalement, il ne faut pas oublier. Maintenant, on parle beaucoup de choses avec la guerre en Ukraine. Il ne faut pas oublier l'impact de Covid aux femmes. Parce que c'était les secteurs de femmes qui étaient plus touchés. Et toujours la santé, toujours l'économie des enfants. Et donc, il faut repenser comment est-ce qu'on vraiment ajoute des qualités à cet emploi qui sont précaires, quoi. Ce sont les travailleurs essentiels qu'on l'appelle. Et essentiels, ils sont tout, mais pas la rémunération, pas la qualité de travail. Il faut penser aussi les pensions. 40% moins de pensions pour les femmes. Et donc, il y a beaucoup de choses à faire, mais je suis pas optimiste ou pessimiste, je suis activiste. Il faut vraiment marcher. Merci Gabriela. Alors, je rappelle, puisque vous le disiez aussi Gilbert, que toutes les plus grandes institutions s'engagent au sein de ces assises de la parité, et notamment l'ONU. Delphine O, vous êtes autour de ce plateau, vous êtes ambassadrice et secrétaire générale du Forum Génération Égalité. Ce forum, il vient d'avoir lieu. Qu'en avez-vous retenu ? Alors, le Forum Génération Égalité, on va fêter son premier anniversaire, après-demain exactement. Donc, je suis ravie d'être ici pour en parler. Merci beaucoup à Lucille et aux Assises pour cette invitation. Le Forum Génération Égalité, c'est tout simplement la plus grande conférence mondiale pour les droits des femmes depuis, tenez-vous bien, 1995. Ça faisait 26 ans que la communauté internationale n'avait pas organisé un grand sommet international pour les droits des femmes. C'est un peu comme si sur l'environnement, vous aviez des COP tous les 26 ans. On n'avancerait pas beaucoup, je crois. Donc ce sommet, il s'est tenu à Paris l'an dernier. Il était sous l'égide de l'ONU, organisé par la France et le Mexique. Et on a fait un petit peu ce que vous faites ici aux Assises de la parité. On a mis autour de la table non seulement les gouvernements, les organisations internationales comme l'UNESCO, mais aussi les entreprises, les fondations philanthropiques et évidemment les organisations féministes de la société civile. Qu'est-ce qu'on a annoncé il y a un an ? Un plan global d'accélération de l'égalité entre les femmes et les hommes. Je ne l'invente pas, c'est effectivement le nom de notre plan. C'est le mot-clé de la journée. C'est le mot-clé de la journée, la thématique de cette année. Un plan qui est doté de 40 milliards de dollars. Alors 40 milliards, vous allez me dire, c'est beaucoup, mais c'est pas énorme parce qu'on couvre le monde entier. On couvre toute l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, l'Afrique, le Moyen-Orient, l'Europe, l'Asie-Pacifique. On était relativement contents et satisfaits puisqu'on a réussi à engager plus de 70 États. Quasiment l'ensemble des institutions internationales, des centaines d'entreprises et des milliers d'ONG un petit peu partout dans le monde, autour de 6 thématiques. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Je veux juste revenir sur un sujet précis que vous avez mentionné, Sandra, et vous aussi sur la question du droit à l'avortement. Et ça, c'est vraiment la priorité de la diplomatie française. Donc moi, je suis diplomate française, je représente la France à l'international sur les questions des droits des femmes. C'est ce qu'on appelle les droits sexuels et reproductifs. C'est simplement le droit de toute femme à disposer librement de son corps, de la contraception, de faire ou pas des enfants, de décider quand elle veut faire des enfants, si elle veut faire des enfants, et d'avoir le droit à l'avortement. Je peux enchaîner, Claire. Bien Vous sûr. parlez volontiers de diplomatie féministe. Alors, c'est un concept, c'est quoi? C'est véritablement une nouveauté ou c'est quelque chose c'est un chemin sur lequel il faut s'engager? Alors, c'est relativement nouveau. C'est un concept qui a été inventé par la Suède. On sait que les Scandinaves, ils sont souvent très en avance. En 2014. Et qui a été suivi par le Canada, avec le Premier ministre Justin Trudeau, qui était le premier homme d'État à se définir comme féministe. La France, l'Espagne, le Luxembourg, le Mexique aussi, les Pays-Bas, l'Allemagne. Et l'idée d'une diplomatie féministe, c'est de faire en sorte que toutes les composantes de notre diplomatie soient infusées par l'égalité de genre, par l'égalité entre les femmes et les hommes. Et lorsque je parle de ça, c'est pas évidemment seulement les questions de santé, d'éducation qui sont importantes, mais c'est aussi notre politique nucléaire, c'est aussi notre politique environnementale, notre politique économique, notre politique commerciale. Et il y a un lien avec ce qu'on fait ici aussi, c'est de dire que la question, quelque part, il faut chausser ses lunettes, égalité femmes-hommes, à chaque fois que vous regardez n'importe quel sujet. On essaye de le faire au niveau national, mais il faut le faire aussi au niveau international. Et le fait pour la France d'organiser ce grand forum Génération Égalité l'an dernier et d'être vraiment un leader en matière de plaidoyer pour les droits des femmes
femmes à l'international, ça c'est fait partie de notre diplomatie féministe. La France joue un rôle actif, parce qu'on a compris, avec Gabriela, le Mexique a porté plusieurs combats. La France, est-ce qu'on peut dire qu'on est un rôle modèle ou un modèle pour s'engager sur ce combat? Alors, sous votre initiative, j'imagine. Je pense qu'à l'international, on est vraiment un rôle modèle, oui. Et c'est reconnu effectivement par les associations de la société civile qui peuvent par ailleurs critiquer le peu d'accélération ou le manque d'accélération au niveau national, mais au niveau international, il reste peu de pays aujourd'hui qui sont prêts à prendre les devants et à s'afficher, notamment par exemple sur la question du droit à l'avortement, de dire le droit à l'avortement, c'est pas une valeur occidentale, c'est pas une valeur française, c'est une valeur universelle. Toutes les femmes dans le monde ont droit à la contraception et à l'avortement sûr et médicalisé. Et donc oui, je pense qu'on continue de jouer un rôle moteur pour aussi, et c'est ça la diplomatie féministe, c'est quelle que soit la négociation, que vous soyez à New York, à Genève, à Paris, partout dans le monde, lorsque vous négociez de manière multilatérale ou bilatérale, vous allez à chaque fois ramener le sujet droit des femmes, droit des filles. On a parlé de l'Afghanistan, c'est un peu évident. On parle de la guerre en Ukraine aussi. Quel est l'impact de la guerre en Ukraine sur les femmes ukrainiennes? Quel est l'impact sur les femmes ukrainiennes qui ont été violées, qui arrivent en Pologne, qui n'ont pas accès au droit à l'avortement et qui doivent aller dans d'autres pays ou qui nous feront des avortements pas sûrs et pas médicalisés? Donc il y a toujours un aspect droit des femmes qu'on a tendance à mettre au second rang, voire à ne pas voir. Et la diplomatie féministe, c'est ça, c'est mettre ses lunettes égalité femmes-hommes et tout voir avec ces lunettes-là. On est tous diplomates avec vous. Changer de regard. Changer le regard, évidemment, c'est pour ça qu'on est là aussi. Les assises, juste un mot, parce que Lucille et Sandra sont toujours, je pense, émues de voir des personnalités comme ça s'engager sur ce combat. Les assises, c'est aussi le moment pour échanger et discuter, j'imagine, pour vous. Tout à fait. Et je suis ravie de revoir dans la liste de toutes les entreprises, les institutions qui sont associées aux assises, de nombreuses entreprises et institutions avec lesquelles nous avons travaillé dans le Forum Génération Égalité. C'était un peu nouveau pour nous. Moi, je suis diplomate, je viens du secteur public. Travailler avec le secteur privé, c'est pas toujours évident, surtout sur ces sujets-là. Et inclure aussi les organisations féministes très militantes, très activistes, c'est pas toujours évident. Et ce que j'aime bien dans les assises, et ce qu'on avait fait au forum, c'est justement d'embrasser très large. Vous l'avez dit, les hommes et les femmes, ça me semble un peu évident lorsqu'on parle d'égalité entre les femmes et les hommes, mais aussi tous les acteurs de la société ensemble, parce que l'État a compris qu'il ne peut pas faire tout seul. On a besoin de faire avec le secteur privé et avec la société civile, les associations. Et je parlais dans mon introduction de l'entrepreneuriat au féminin. Et c'est important parce que même les fonds d'investissement parfois distinguent des projets et parfois le sexe se mêle dans la sélection. Et c'est vrai que là aussi, il faut pousser les startups au féminin. Et c'est ce que nous faisons et nous remettrons des prix tout à l'heure en fin de journée avec vous. D'ailleurs, on remettra ensemble en fin de journée pour la cérémonie de clôture. On a des vidéos. Alors, je sais que vous avez fait beaucoup de télé dans votre vie, Claire, Elisabeth, vous avez pu la voir sur les plateaux de chaînes d'information. Je vous laisse lancer les vidéos. Nos deux invités qui vont suivre, Elena Alors, et... il y aura Elena Dalli, commissaire européenne, Evelyne Régnier du Parlement européen et Brigitte Henriques. On les regarde tout de suite. Dear Minister, dear Commissioner, dear Members of Parliament and dear strong women, it is my honor to address you today as Vice President of European Parliament on such an important topic. Women in the business world are not only essential contributors to boosting the economy, making workplaces fairer and more equal, but they are also important leaders for our entire society, especially now that we are faced with multitudes of crises, economical, health, climate, and increasing inequality. We need to use the potential of our entire population, and we need to have women sitting at the decision-making tables in companies and governments. And we need to make this a rule of all over Europe. I know that Minister Moreno and Commissioner Dalli both are champions at the Women on Boards Directive, a directive which I not only witnessed to be first proposed, but now also, after 10 years, carried to the finish line. This European legislation will achieve exactly what we need: more gender diversity in companies by fair and transparent procedures, attracting only the brightest and smartest to lead the business world. We level the playing field so that no matter the gender, the chances are equal. France has already achieved a lot in this regard, but many other countries in Europe and beyond need to finally see and use the potential of the many strong women in the business field. Here, of course, we also need to make sure that the surrounding questions of equality are tackled
for a truly equal playing field. What do I mean by this? If you look at time, for example, there is this saying that we only have 24 hours a day. Mathematically speaking, this is correct. But if you're a woman, these 24 hours are spent drastically different than if you're a man, even if you work the exact same job. And this has a major impact on salary, on care, on duties and career progression. Not only are women less seen in many cases, they're also on average work much more than men, no matter their social status. And in the classical business sector with 9-to-5 frameworks over hours and flexibility not chosen by then women, this becomes a real obstacle. The data here is very clear. What I want to outline here is the companies are not distinct from the society, but an integral part with interconnections clearly impacting the role women can and do play in companies and the society. So if we want to have the best people in our companies, we need to ensure that the societal surrounding as well as the company internal culture are not adapted to a male, white, middle-class man with a housewife taking care of everything outside of work, but that we see the diversity and embrace it as something positive. In the end, more diversity leads to more resilience, more innovation to companies, and also to a better life for everyone. We must do better for an equal labour market. As we speak, only 62% of women are in employment across the EU. This leads to underutilised talent, skills and knowledge to the detriment of all of society, but particularly to us women. Furthermore, on average, women earn 16.4% less than men. Women carry almost 75% of the burden of unpaid care work, and women only represent 30% of board members of the largest publicly listed companies, as they continue to struggle against systemic entry barriers to decision-making positions. We must change this through the political prioritization of gender equality and the implementation of concrete measures. Practice has shown that gender equality legislation and policy do work. According to a study by the European Gender Equality Institute, the most significant progress in getting more women on company boards happened in EU countries which introduced legislative and policy measures with this goal in mind. France has truly led by example in also showing us that it doesn't take a long time to make progress when the political commitment is there. The idea to extend the Copé-Zimmermann bill to all French companies, regardless of their legal status or size, is an example to the rest of the European Union. 2022 has been a breakthrough year for progress towards gender balance on company boards. Thanks to a recent shift in position among some member states, a majority supported the Commission's proposal for a directive on gender balance on company boards, allowing us to start negotiations and hopefully adopt this proposal as EU law soon. Equality in decision-making is essential, but it must also inform a broader range of other policies. These include measures to close the employment gap, notably by making sure that work-life balance is a reality for women as well as men. We have new rules on this in the EU, which member states must put in place by August of this year. Member states are expected to introduce at least 2 months of paid parental leave that are non-transferable between parents. Paid paternity leave is now a right across the EU. In order to make EU citizens aware of these new rights, we are funding an EU-wide information campaign and local awareness-raising activities. Later this year, the European Commission will adopt a strategy on care. As part of the care strategy, we will propose to revise the Barcelona targets for high-quality, affordable and accessible childcare, thus enhancing women's participation in the labour market. We want to see progress in every member state with regard to childcare provision, and we will provide financial support to do this, including through the Post-Pandemic Recovery Fund.
While increasing women's participation in the labour market, we must value this contribution fairly and equally. Pay transparency is crucial to enforce the principle of equal pay for equal work or work of equal value between women and men. I call on the social partners to help create equal workplaces where women and men can thrive and lead equally. Let's share best practices and work towards gender equality and get closer to a union of equality. Thank you. Voilà pour les interventions d'Helena Dalli et Evelyne Régnier au Parlement européen. Des mots forts, un discours engagé. Et à présent, nous allons retrouver à distance par visioconférence Catherine Ladouce. Bonjour. Est-ce que vous nous entendez? La liaison est bonne? Tout va bien? Oui, c'est parfait, c'est parfait. Bienvenue, Bonjour. bienvenue. Merci beaucoup de participer à ces assises de la parité 2022. J'imagine que vous aussi, vous avez un message fort à nous faire passer. Oui, merci beaucoup et merci à Lucille et donc bravo pour cet événement. Je crois qu'en effet, les événements font bouger les lignes et donc c'est vraiment très important. Alors écoutez, en effet, depuis quelques mois, je préside la commission parité du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes et c'est une instance consultative indépendante donc qui est présidée par Sylvie Pierre Brossolette que je représente aujourd'hui et qui en fait qui a pour mission d'évaluer les politiques publiques en matière d'égalité entre les femmes et les hommes et de formuler des recommandations et des solutions concrètes justement au pouvoir public dans les différents domaines qui touchent l'égalité. Alors, c'est vrai que si on regarde la sphère politique, la parité a été introduite par la loi dans les organisations syndicales, les chambres professionnelles, les communes, et on peut se dire qu'il y a eu des avancées notables. Mais force est de constater, et le HCE a publié pas mal de rapports dans ce domaine, qui montrent que malgré les obligations paritaires, en fait, il y a encore un long chemin à parcourir pour atteindre l'égalité et surtout ce partage effectif des pouvoirs et des responsabilités. Et en fait, on se rend compte qu'il y a un sexisme systémique, et je crois que toutes les femmes politiques pourront témoigner. Il y a des zones blanches de la parité, et même dans des obligations paritaires, comme par exemple au niveau des communes, en fait, on se rend compte qu'il n'y a toujours qu'une seule femme maire, par exemple, sur 5. Il n'y a toujours qu'une seule femme présidente sur 10 de communautés de communes. Et sans parler, alors là, je dirais des attributions qui sont encore très genrées et stéréotypées, puisque très souvent, on renvoie, n'est-ce pas, les femmes sont à la petite enfance et puis les hommes aux travaux ou à la sécurité. Alors aujourd'hui, le HCE donc, va lancer une nouvelle étape et je pense qu'en effet, c'est un très bon moment va lancer un rapport sur la parité en politique maintenant au plan national et donc au niveau exécutif. Bon, vous l'avez souligné en introduction, la baisse de la féminisation de l'Assemblée législative. Il faut savoir que même si la baisse n'est peut-être pas très importante, on passe de 37,3 à 38,8, mais c'est la première fois qu'il y a une baisse depuis 1988. Alors certes, on peut se réjouir avec l'arrivée de la Première ministre, Elisabeth Borne, avec la probable arrivée d'une femme au perchoir, là, Yael Braun-Pivet. Là, c'est vrai que c'est un événement important. Mais en même temps, on peut se dire que le gouvernement, certes, est paritaire, mais en fait, au-delà du nombre, quel est le réel partage du pouvoir de responsabilité? Combien de directrices de cabinet? Donc, on est en train de compter tout ça au HCE et on est en train de réfléchir surtout au-delà du constat, quelles sont les solutions qui vont permettre justement une parité effective. Alors, c'est vrai que je voudrais juste faire une petite réflexion sur le fait qu'on se réjouit et tous les réseaux féministes auxquels j'appartiens aussi, au-delà du HCE, se sont réjouis de l'arrivée d'une femme première ministre, mais en même temps, c'était simplement la résolution d'une anomalie démocratique, si je puis dire, puisqu'en fait, ça ne pouvait qu'étonner nos voisins européens qui ont quand même plus l'habitude que nous de voir des femmes au pouvoir. Alors, si on revient sur le terrain de l'entreprise, qui est évidemment le terrain aujourd'hui, je voudrais féliciter toutes les entreprises partenaires. Impressionnant le nombre d'entreprises engagées. La vidéo d'introduction témoigne bien de cet engagement des dirigeants et saluer l'entreprise pour laquelle j'ai travaillé pendant 15 ans, Lenovo, qui je vois qui en effet est aujourd'hui partenaire et donc s'engage pour accélérer la parité. Ceci étant, la parité est quand même un enjeu de taille pour les entreprises. Et je dirais les entreprises, elles parlent plutôt de mixité. Alors, parce que certes, la parité a l'avantage de désigner immédiatement cette exigence 50%, hommes et femmes,
Et en fait, vous vous rendez compte que les entreprises, elles vont parler de mixité, d'abord parce qu'on parle beaucoup de mixité sociale ou culturelle. Et quand on parle du genre, ben en fait, à partir du moment où il y a 1, 2, 3 femmes, on dit on est un groupe mixte. Donc on est quand même un peu loin du compte par rapport à la parité, surtout dès qu'on monte dans la hiérarchie, vous l'avez souligné en introduction, et puis surtout dans les secteurs comme la tech, et Gabriel Ramos vient de le souligner, ça a été le combat, je dirais, un peu de toute ma vie, ayant travaillé dans les entreprises de technologie, donc avec toujours moins de 30% de femmes dans ces secteurs-là, et avec évidemment l'intelligence artificielle, ce sont des combats très très importants. Alors on peut... Oui. Non, je vous fais un petit signe pour vous dire que nous sommes très en retard. Vous avez vu, Madame Moreno nous a rejoint, Céline Calves. Alors, quelques mots de conclusion, si vous êtes d'accord, je ne vous coupe pas la parole, mais je vous dis simplement que nous avons tellement de personnalités qui sont ici, sur ce plateau et en haut dans les autres studios. Voilà, je vous fais un petit signe amical. Oui, non, mais c'est très sympathique et ça me donne l'occasion de saluer Elisabeth Moreno et Céline Calvet. Alors écoutez, non, je crois qu'en conclusion, je pense que j'aimerais que les entreprises aujourd'hui, elles osent parler de la parité. Et c'est ça qui est important, c'est oser parler de la parité, c'est se donner des moyens et des outils justement et des solutions concrètes pour atteindre cette parité. Et je voudrais juste, en conclusion, signaler justement l'un des outils et des solutions importantes qui sont apportées par le HCE et qui viennent d'être publiées récemment, qui sont ce plaidoyer sur l'argent public sans égalité, parce qu'en fait, ce sont des dispositifs qui permettent donc un principe de contrepartie, qu'il y ait un financement qui oblige, je dirais, des contreparties en termes d'égalité, que ce soit au niveau du principe d'égale conditionnalité, que ce soit des bonus ou des incitations financières, ou que ce soit un budget sensible aux gens. Et en fait, toute l'idée, c'est de dire qu'il y a des milliards, je dirais, d'euros qui sont donnés, que ce soit dans la relance et sur le plan économique. Et en fait, il faut inscrire l'égalité au cœur de la stratégie. Donc, c'est un même combat privé-public. C'est pour ça qu'on est réunis. Merci. C'est pour ça qu'on est réunis. C'est pour accélérer tout cela. Merci beaucoup, Catherine Nadous. Et nous devons malheureusement accélérer. Ben oui, il faut accélérer. Alors, c'est pas galant, vous allez me dire, mais en même temps, ce sont les aléas. Du direct. Et oui, c'est cela. Merci beaucoup, Catherine Nadous. On se verra très vite, évidemment, le combat, en tout cas, ces actions, tout ce que vous menez, on en reparlera. Et vous savez qui nous a rejoint, la marraine de ces assises, celle qui a conclu l'année dernière. Bonjour, Madame la ministre. Et merci d'être là, ça nous fait chaud au cœur. Vous direz un mot de conclusion pour ouvrir ces assises. Avec plaisir. Et Céline, j'ai déjà parlé de vous de nombreuses fois dans cette émission. Céline, alors, vous insistiez, on en a parlé lorsque vous étiez venue l'année dernière, sur les rôles modèles. C'est-à-dire qu'il faut quand même qu'on puisse s'afficher, se transposer ce qu'on sera, et ces jeunes filles ont besoin de rôles modèles et d'exemples. Ouais, je vais revenir sur les rôles modèles parce que c'est très important, mais je vais revenir sur la nécessité d'accélérer. On a vu, et ça a été souligné, on a eu des régressions. Que ce soit sur la place des femmes dans l'Assemblée ou que ce soit sur le droit d'avortement. Donc on sait très bien que si on n'accélère pas, on ne va pas faire force dans les vents contraires. Parce qu'aujourd'hui, quand on atteint de plus en plus la parité, parfois on génère de la frustration, de la colère. Par exemple, certains hommes pensent y perdre. Et donc il faut accélérer. C'est un peu comme le décollage d'un avion en fait. Quand vous n'avez pas la bonne vitesse, vous n'allez pas décoller. Donc il faut accélérer au bout d'un moment pour que ça puisse voler. Et l'égalité doit voler. Et donc on doit le faire. Pour en revenir sur les rôles modèles, on a, et on peut s'en réjouir, des rôles modèles aujourd'hui dans la politique, dans les sciences, dans les médias. Il faut aller encore plus devant. Parce que ça, en ayant ces rôles modèles, on va pouvoir ouvrir le champ des possibles aux plus jeunes, que ce soit les filles ou les garçons. Donc ça, c'est, on va dire, une première action de base qui, pour moi, est très importante, c'est de pouvoir donner à voir le champ des possibles, faire un effort sur l'éducation, et ça aura des effets à plus long terme. Par contre, il faut une autre priorité, et Catherine Nadous l'a souligné, c'est qu'aujourd'hui, on peut, avec l'argent public, favoriser aujourd'hui une égalité. Regardez ce qu'on peut faire avec les budgets genrés. L'approche genrée des budgets, c'est de regarder quelles sont finalement les répercussions ou les leviers que l'argent public va pouvoir effectuer sur une plus grande égalité entre les femmes et les hommes. C'est aussi de se dire que nous allons pouvoir par ces leviers, faire des bonus pour les entreprises, les organisations qui feraient plus de place. On n'est pas forcément sur une obligation de résultat.
Mais on peut être déjà sur une obligation de moyens. Moi, j'ai pu l'année dernière travailler sur la place des femmes dans les médias et regarder comment les aides à la presse pouvaient être distribuées. Les aides à la presse, c'est pour le pluralisme des médias. Très bien. Mais on peut très bien avoir cet objectif et compléter aussi un autre objectif qui est celui d'assurer une plus grande représentativité des femmes dans les médias, que ce soit les médias audiovisuels ou les médias presse écrite. Parce que c'est ça qui va permettre de faire émerger ces rôles modèles dont on a besoin pour inspirer les plus jeunes générations. Céline, vous l'avez compris, nous sommes très en retard. Nous sommes carrément à la bourre en réalité. Et merci beaucoup. Je sais qu'au Parlement, vous serez très active pour porter cela, mais vous l'avez déjà fait de nombreuses fois. Madame Moreno, c'est un plaisir immense de vous voir encore ici. C'est vrai. Vous avez réussi à arriver. C'était dur ce matin dans Paris. Ça a été compliqué. On m'a déposé à une autre adresse, donc ça a été un peu compliqué. Mais c'est vous pas n'avez grave. pas dit tout simplement assise de la parité. Tout le monde doit savoir où est-ce que ça se trouve. Mais comme on n'a pas beaucoup de temps, je vous raconterai ça après. Alors, pour faire court, pour vous, de quelle manière, puisqu'on continue de parler d'accélération, cette égalité peut-elle faire un pas en avant, mais un pas vraiment significatif? En vérité, quand j'ai préparé cette conclusion de l'introduction, je me suis posé la question de ce que je pouvais dire qu'on n'a pas entendu ces 50 dernières années sur la nécessité de faire accélérer ce processus. Parce que ce dont on ne se rend pas compte, c'est que au-delà de la nécessité des lois, et Céline y a activement contribué, il y a l'application réelle et concrète. Parce que dans notre pays, on ne manque pas de lois. Les parlementaires ont activement travaillé l'année dernière, notamment sur les questions de quotas, sur les questions d'égalité économique et professionnelle. Marie-Pierre Rixain vous en parlera tout à l'heure. Mais en vérité, aujourd'hui, ce dont on se rend compte, c'est que ce sont les comportements qu'il faut changer. Parce que je rappelle juste que ça ne fait qu'à peine 60 ans que les femmes peuvent travailler et ouvrir un compte en banque sans leur mari, 60 ans à peine, et que, allez, 52 ans après qu'on ait voté une loi pour dire qu'à travail égal, salaire égal, eh bien on n'y est pas. On a encore 16,5% d'écart salarial entre les femmes et les hommes. Donc on se rend bien compte que la loi seule ne peut pas tout. Et c'est là l'intérêt des assises de la parité, c'est là l'intérêt de cette charte qui va être signée par toutes ces entreprises. Et c'est ça qu'il faut souligner, c'est qu'elles sont de plus en plus nombreuses. Je ne pense pas qu'elles le fassent uniquement pour faire plaisir aux femmes. Je ne pense pas qu'elles le fassent uniquement parce que ça fait bien dans leur RSE. Je pense qu'elles le font parce qu'elles n'ont plus le choix. Parce qu'au-delà de l'éthique, au-delà de la morale, au-delà de la nécessité de respecter les droits des femmes comme on respecte les droits des hommes, il y a une nécessité économique qui fait que j'étais dans une entreprise technologique hier qui me disait « c'est simple, on va avoir besoin de recruter 50 000 personnes en France dans les 3 années qui viennent. 50 000 personnes. Et on ne trouve pas. Oui, bien sûr. Il y a des entreprises aujourd'hui qui ferment, des restaurants qui n'arrivent pas à fonctionner normalement parce qu'ils ne trouvent pas de talent. Et des aéroports qui ne tournent pas à Londres parce que personne n'est là pour embarquer les passagers. Exactement. Donc au-delà de toutes les études qui ont été faites ces dernières années pour dire les entreprises les plus mixtes sont plus performantes, sont plus innovantes, sont plus créatives, compte tenu du fait que tout le monde s'en fiche, parce que si on ne s'en fichait pas, on ne serait pas encore en train de parler de ce sujet aujourd'hui, je crois qu'il faut aller toucher là où ça fait mal. Les entreprises n'existent pas sans les femmes et les hommes qui les composent. Ces entreprises, avant on le disait, maintenant on voit qu'elles ferment et que ça ne fonctionne plus. Et on a 52% des talents de notre population qui est là, qui est capable, qui est compétente, qui est motivée, qui est diplômée. Bon sang de bonsoir, qu'est-ce qu'on attend pour aller la chercher? L'énergie est là en tout cas pour changer les... Madame Moreno, la détermination. Ben voilà. Un mot, on aura des nouvelles bientôt dans d'autres fonctions en ce qui vous concerne. Oh, ça peut être très bien, dès que je saurai. Vous nous tenez au courant, en tout cas, nous on a très envie de vous revoir. Vous aussi Céline, bien entendu. Un mot sur la suite de la journée, Claire, et puis on partira pour toutes les aventures. Voilà, et je vais tenter d'être concise, car vous le savez, nous sommes en retard et le dispositif est exceptionnel aujourd'hui. Il y aura des tables rondes sur des thématiques essentielles, des ateliers, des rencontres, des partages d'expériences, des cas pratiques, des regards croisés femmes-hommes avec des éclairages et des échanges de points de vue qui vont permettre de prendre de la hauteur sur des sujets de fond, des prises de parole internationales, bien évidemment. Et puis à noter que 184 startups inscrites au tremplin Startup
start-up afin de mettre en lumière et de soutenir concrètement les start-up paritaires et les plus prometteuses de leur génération. Je rappelle aussi que tout au long de cette journée, il y a un espace de networking pour que les entreprises partenaires et les speakers politiques ou autres puissent se rencontrer. Et enfin, et évidemment, de nombreux confrères sont ici pour couvrir cet événement et vous faire vivre ces moments les plus forts. Quelle journée! J'ai parlé vite. Merci. Allez, on y va, on fonce dans les salles pour les échanges. Merci beaucoup, mesdames. Merci Claire. Merci Gilbert, à tout à l'heure. Si rien ne change, Il faudrait 33 ans pour atteindre la parité dans les instances de décision. il est temps d'aller plus vite. Accélérons le mouvement. Assises de la parité, le 28 juin 2022. Inscrivez-vous sur assise-parité.com.